Au cœur de la liberté, vidéo numéro 17. Alors aujourd'hui, on va décortiquer deux slogans libertariens assez percutants en se basant sur une analyse de la chaîne pour ainsi dire. Ces slogans mettent en lien deux sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ensemble, la guerre et les impôts. Et les voilà, ces fameux slogans. D'un côté, contre la guerre. De l'autre, une affirmation bien connue, l'impôt, c'est du vol. L'idée ici, ce n'est pas de les prendre comme deux idées séparées, non, c'est de les voir comme les deux faces d'une seule et même pièce. La question qui se pose, c'est comment ? Quel est le lien, au fond, entre refuser la guerre et refuser l'impôt ? Eh bien, le fil qui relie tout ça, c'est un seul et unique principe fondamental. Et ce principe, c'est celui de la non-agression. En fait, toute la logique qui va suivre, absolument tout, découle de la définition qu'on donne au mot agression et du fait de la refuser systématiquement. Alors, une agression, qu'est-ce que c'est dans cette logique ? C'est simple. C'est n'importe quel acte qui viole le consentement d'une personne. Le mot-clé ici, c'est vraiment consentement. Si quelqu'un n'a pas donné son accord, alors toute action menée contre cette personne ou contre ses biens, eh bien, c'est une agression. Point. Ok, maintenant qu'on a posé cette base, voyons comment ça s'applique concrètement. Premier sujet, la guerre. Dans cette perspective, la guerre est vue comme une forme d'agression, mais à très grande échelle, menée par un acteur très précis. Selon cet argument, pas de guerre organisée sans État. Attention, on parle bien de la guerre avec un grand G. Des conflits entre individus, des bagarres bien sûr, mais la guerre, celle qui demande une logistique énorme, une organisation, de l'argent, ça, ce serait une spécificité de l'État. La source définit d'ailleurs la guerre comme ça, une agression généralisée d'un groupe contre un autre. Quelque chose qui se situe complètement en dehors de ce qu'on pourrait appeler la justice. On sort de la logique individuelle, ce n'est plus une personne contre une autre, c'est une violence de masse collective. Bon, mais là on arrive à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'une guerre peut parfois être justifiée ? N'y a-t-il pas de guerre juste ? On entend ça tout le temps, non ? Eh bien, l'analyse qu'on étudie ici se penche sur les justifications habituelles et les rejette les unes après les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La guerre préventive, rejetée. La vengeance, le fameux œil pour œil, rejeté aussi. Et la légitime défense alors ? Ah, là ça devient intéressant. Parce que pour la source, la légitime défense, ça existe, oui, mais c'est un concept strictement individuel. On ne peut pas juste l'étirer pour l'appliquer à tout un groupe et justifier une guerre. Et c'est ça, le cœur du raisonnement. On ne peut pas attaquer un groupe entier, tout un peuple, pour ce que quelques individus, même ses dirigeants, ont fait. C'est vu comme totalement illogique et surtout immoral. L'idée de responsabilité collective est complètement mise de côté. La culpabilité ne peut être qu'individuelle. Ok, gardons bien ce principe en tête. Maintenant, on passe au deuxième volet. L'impôt. Ça peut paraître un grand écart, mais on va voir que la logique est exactement la même. Et là, on arrive au fameux slogan. L'impôt, c'est du vol. Pour la source, ce n'est pas juste une phrase choc pour provoquer. Non, c'est la conclusion purement logique de ce qu'on vient de voir. Le principe de non-agression, mais appliqué à la fiscalité. Le raisonnement est assez direct en fait. Étape 1, on prend des ressources, de l'argent, sans le consentement de la personne. Étape 2, personne n'a signé de contrat avec l'État pour accepter ce prélèvement. Étape 3, l'idée que cet argent serait utilisé pour de bonnes choses, ça ne change rien au fait qu'il a été pris de force au départ. La conclusion est donc, inévitable, c'est un vol. Oui, mais c'est l'objection qu'on entend tout le temps. Et les routes, et les services publics, sans impôts, comment on finance tout ça ? C'est l'argument numéro 1, bien sûr. Et la source y répond de manière radicale. La réponse revient toujours au même point, le consentement. Le problème est double. Non seulement le consentement n'a pas été donné pour prendre l'argent, les moyens, mais il n'a pas non plus été donné pour son utilisation précise, les fins. Ce n'est pas parce que le résultat peut être utile que ça légitime le processus de départ, qui est vu comme une agression. Alors, si on met les deux pièces du puzzle ensemble, la guerre d'un côté, l'impôt de l'autre, on arrive à une vision de l'État qui est, disons-le, assez particulière. Pour illustrer ça, la source fait une comparaison assez forte, celle entre l'État et une mafia. Les deux dominent un territoire. Les deux extorquent des ressources par la force. La grosse différence selon cet argument, c'est que l'État, lui, prétend avoir une légitimité morale pour le faire, en se présentant comme le garant de la loi et de la paix, ce que la mafia ne fait pas. Et ça nous amène à la conclusion finale de la source sur ce qu'est l'État. Il est vu comme une armée d'occupation sur son propre territoire qui impose ses règles et ses taxes à une population qui n'a jamais donné son accord. En somme, qui traite ses citoyens comme un peuple conquis. Et forcément, d'une vision pareille découlent des conclusions pratiques et morales qui sont pour le moins radicales. Première conclusion, la fraude fiscale n'existait pas. La logique est implacable. Si l'impôt est un vol, comment pourrait-on frauder un voleur ? La perspective est complètement renversée.
Dans cette optique, protéger ses biens contre le collecteur d'impôts n'est plus un acte illégal, mais un acte de légitime défense. C'est juste une manière de se défendre face à une agression. Et la source va même encore plus loin. Il ne s'agirait pas seulement d'un droit de se défendre, mais d'un devoir moral. Si l'impôt est vu comme une injustice fondamentale, alors lutter contre, par exemple en protégeant ses revenus, deviendrait une obligation morale. Une conclusion qui, sans aucun doute, invite à la réflexion.